exister au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir ou bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce jeudi 13 août 2020, dont voici le sommaire. Le gouvernement burundais et certains partis politiques satellites lancent des boulets rouges au gouvernement rwandais et aux politiciens en exil, les accusant de prendre en otage les réfugiés burundais. Vous aurez les détails dans son magazine. Commémoration du 16e anniversaire du massacre de Banyamulenge réfugiés au Burundi. Plus de 150 Tutsis congolais Banyamulenge ont péri la nuit du 13 août 2004 dans une attaque contre les camps à Gatumba. Crainte de contamination au Covid-19 pour les habitants de la colline Kobero, commune Butihinda en province Muyinga. Le manque de matériel nécessaire pour diagnostiquer les passagers qui entrent par la frontière burundo-tanzanienne serait la principale cause des inquiétudes de ses habitants. Onésime Dushimagize est à la présentation. L'équipe technique est composée par MST Nyungeko et ingénieur Egide Mwemero. Sécurité d'abord, 3 enfants sont morts, 8 autres blessés par une grenade lancée l'avant-midi de ce jeudi au quartier Gahahe, zone Kinama, commune urbaine de Nahangwa. 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Le point avec Bartazar Mibour. La population qui habite le quartier Gahahe en zone Kinama de la commune Nahangwa sous le choc ce matin suite à une grenade qui a emporté la vie de 3 personnes. Le premier est mort sur le champ, le second est mort en cours de route vers l'hôpital et le troisième a succombé de ses blessures au centre de santé communément appelé Cheniba. Plus de 8 autres enfants ont été grièvement blessés et sont hospitalisés à l'MSF Kigobe, indique un des habitants du quartier Gahahe. Nous avons entendu l'explosion de cette grenade au salon de coiffure se trouvant près de la boutique d'un certain Mngarabu. Vers 8 heures, les gens se rendaient au travail. Dans ce salon de coiffure, il y a une télévision dans laquelle passait un film et ses enfants étaient en train de le regarder. C'est à cet instant que la grenade a explosé dans la clôture de bambou qui se trouvait tout près de ce salon de coiffure et a blessé ses enfants. 3 d'entre eux sont morts et 8 autres sont hospitalisés dans différents hôpitaux. Certains individus sont suspectés dans ce crime. Le premier suspect qui a été appréhendé, c'est le chef des Imbonerakure au quartier Gahahe à Charama, prénommé Désiré. Car le soir de ce mercredi, il s'était chamaillé avec Mngarabu, le propriétaire de cette boutique, et il avait juré qu'il allait leur faire du mal avant même la fin de cette semaine. À son arrivée, la police a immédiatement arrêté 3 personnes pour des raisons d'enquête. La population du quartier Gahahe plaide pour le désarmement de la population. La rédaction de la RPA a essayé de contacter à ce propos Pierre Nkurikiye, le porte-parole du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que Ernest Nyonzima, administrateur de la commune Nahangwa, mais personne d'entre eux n'a décroché son téléphone. Eh bien, merci Bartazar Mibour. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi parle d'un acte criminel qui a emporté 3 enfants et sérieusement blessé d'autres. Le FENADEB s'insurge pour l'occasion d'actes criminels qui ont tué au total 9 enfants depuis le début de ce mois d'août. Le FENADEB rappelle que 6 enfants ont péri dans des incendies de maisons d'habitation dans les provinces de Muyinga et Bujumbura les 4 et 5 août. Afin, le FENADEB demande à la justice de faire convenablement son travail et rappelle au public que la protection de l'enfant est un devoir de chaque citoyen.
Page politique, le gouvernement burundais et certains responsables des partis politiques alliés lancent des menaces à l'endroit du Rwanda et des politiciens burundais en exil. C'est du moins le contenu d'une émission télévisée de ce mercredi soir de la RTNB. L'émission a été centrée sur la récente lettre adressée au président burundais par certains réfugiés du camp de Mahama au Rwanda. Le contenu de l'émission avec Trésor Nyongao. Les invités de l'émission étaient Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communal, Jacques Bigirimana, président du parti FNL, et Anise Niyonkuru, président du parti CDP. Tous ces trois invités s'accordent que la sécurité est bonne au Burundi et sont convaincus que la reprise de la coopération entre le nouveau gouvernement de Gitega et la communauté internationale est effective. D'où ils en appellent au retour de tous les réfugiés, mais un retour qui reste handicapé par le Rwanda et certains politiciens ayant des mandats d'arrêt internationaux qui prennent en otage les réfugiés. Ainsi, ils lancent des boulets rouges au Rwanda d'abord. Pierre Nkurikiye menace de traduire le Rwanda en justice. Je voudrais les informer qu'ils ne pourront pas les garder éternellement. Tôt ou tard, les réfugiés devront rentrer de gré ou de force. Au lieu de se fatiguer, de venir finalement par force, qu'ils les laissent venir. D'ailleurs, c'était une bonne opportunité de voir le gouvernement réclamer leur rapatriement. Nous pensions que c'était un offre de soulagement, surtout pour le Rwanda, de se tirer d'affaire avec ce lourd fardeau que constituent ces réfugiés. Les réfugiés qui ont signé sur la lettre en demandant de rentrer sont au nombre de plus de 300. À cela s'ajoutent 599 autres qui ont signé sur la deuxième liste qui vient de nous arriver. Leur sécurité doit être assurée. Nous avons leur nom et leur numéro d'identification. Nous allons vérifier si tous ces réfugiés sont arrivés au Burundi. S'il en manque un seul, nous allons porter plainte contre le Rwanda. De son côté, Jacques Bigirimana supplie le Rwanda de ne pas se comporter en demi-dieu. Nous demandons au Rwanda de ne pas continuer à faire semblant et de cesser de se prendre pour un pays hors du commun qui ignore les lois internationales en violant les droits de l'homme, qu'il laisse rentrer les Burundais. Ce n'est pas le fait qu'ils soient au Rwanda qu'ils deviendront Rwandais. Pour les politiciens burundais et les autres ayant des mandats d'arrêt, leur sort est connu. Ils doivent rentrer pour être traduits en justice au lieu de prendre en otage leurs concitoyens, prévient Pierre Nkurikiye. Nous demandons à nos confrères burundais qui se sont réfugiés après avoir commis des infractions et qui veulent prendre en otage les autres et les empêchent de rentrer, d'arrêter le projet qu'ils ont entrepris. Car même leurs partenaires ont félicité l'État du Burundi, qui les laisse alors eux aussi rentrer pour qu'on les accueille. La justice se chargera de leur cas une fois rentrés. Et s'ils n'exécutent pas, nous suivons jour pour jour tous leurs propos et leurs actions. Cela veut dire que ce seront des infractions qui s'ajouteront sur les autres pour lesquelles ils sont poursuivis. De sa part, Jacques Bigirimana demande au gouvernement d'accélérer les procès de ces politiciens. Pour les personnes qui nous avons entendu dire qu'elles sont poursuivies par la justice, nous demandons que leur procès soit rapidement vidé, qu'ils restent à l'extérieur du pays sans que les jugements ont été prononcés. Le nombre des non-figurants sur cette liste doivent soit augmenter ou diminuer. De plus, il en appelle aux politiciens de se rendre. Un politicien avisé doit prendre l'option la plus facile, celle de se taire et de croiser les bras et faire l'objet de moqueries comme cela a été le cas pour Anise Niyonkuru. Il a connu des insultes comme quoi il serait un traître et qu'il s'est rendu à l'adversaire quand il est rentré au pays. Il n'y a plus de troisième mandat.
qu'ils viennent alors tous pour qu'on courbe les chines ensemble devant les autorités en place. Ils ne doivent pas empêcher les autres de rentrer en les intimidant. Vous, les politiciens, ne cherchez pas une autre explication. Le message du président de la République a été très clair. Faites plutôt vos bagages et revenez dans le pays. L'émission est passée sur les écrans de la télévision du Burundi ce mercredi soir. Eh bien, merci à toi, Trésor Nyongabo. Les propos de Jacques Bigirimana, le président du parti FNL, et Anissé Nyonguru, président du parti CDP, accusant certains politiciens d'empêcher les réfugiés à retourner au pays, est en langage des commandeurs. Réaction de l'ancien vice-président, Frédéric Wamvugnyumvila, rappelle qu'en 1993, les réfugiés burundais sont rentrés de leur gré en masse parce que le régime avait changé. Monsieur Jacques Bigirimana et Monsieur Anissé Nyonguru. Le premier, il vit au Burundi depuis très longtemps. Il vit dans les arènes du pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais on savait, il sait, on a eu l'occasion d'échanger. Et pour lui, la politique est très claire. Il faut absolument quémander pour qu'il puisse survivre. Le deuxième, il vient de rentrer. Il sait comment il est rentré et il sait pourquoi il est rentré. Peut-être il n'a pas obtenu ce qu'il désirait. Et c'est pour cette raison que le minimum, c'est de pouvoir y vivre sans tracas. Donc de tels propos, il faut les comprendre. Il le disait même, il faut absolument... Eh bien, par rapport à la question des réfugiés, bien entendu, je crois qu'un réfugié, il sait pourquoi il quitte le pays pour se réfugier dans un pays étranger. Les gens qui avaient fui le Burundi depuis 1972 et ils sont partis à l'étranger à travers le monde entier, lorsque Ndadaye a gagné les élections, ils n'ont consulté personne pour rentrer, tout le monde est rentré. Et il n'y a personne qui pouvait leur dire, voilà, il faut attendre un tout petit peu. Non, ils sont rentrés parce que le pouvoir qui les avait contraints à partir à l'étranger n'était plus. Mais ça veut dire que aujourd'hui, si les Burundais ont voté un nouveau pouvoir, un changement, si ceux-là qui ont été votés étaient au pouvoir, on ne serait pas en train de négocier pour que les gens rentrent. Mais non, les gens rentreraient parce qu'ils aspirent au changement, ils allaient voir le changement et ils allaient rentrer. Maintenant, le changement qu'ils aspiraient n'a pas eu lieu, donc comment les forcer à rentrer? Concernant les propos disant qu'en politique, on choisit entre la vie et la mort, Frédéric Wamvugnyumvila indique que la situation est pareille au Burundi parce que le parti au pouvoir CNDD-FDD ne veut pas de compétition politique. Encore une fois, Wamvugnyumvila, Frédéric. Jacques, il a bien dit que pour vivre dans ce pays, il y a comme politicien, il y a 3 solutions. Soit tu meurs, si tu te méconduis. Mais bien entendu, c'est une fausse déclaration. Parce que Ndadaye n'a pas été tué parce qu'il s'est méconduit. Je regrette. 2, il dit que vous devez accepter l'emprisonnement et que vous pouvez aussi être contraint à l'exil. Alors que pour lui, il a opté pour rester là, donc ne pas faire de la politique pour qu'il obtienne de quoi il veut. À supposer que quelqu'un qui veut faire de la politique rentre. Est-ce que je peux faire de la politique dans ce pays aisément? J'ai eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général d'alors, c'était M. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD. On s'est rencontrés à Arusha fin 2018. Il m'a demandé de rentrer. Après l'entretien, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire pourquoi vous m'avez emprisonné au mois de décembre 2013? Il m'a dit, c'était un emprisonnement politique. Parce que tu nous avais dépassé. Je lui ai dit, et maintenant tu me demandes de rentrer. Et si je rentrais et que je pratiquais la même politique, est-ce que tu ne vas pas m'emprisonner? Il a dit, allez, restez là où tu es. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CNDD-FDD n'accepte pas la concurrence politique. Il n'est pas prêt à accepter la concurrence politique. Et voilà la source des guerres, la source des conflits. Voilà le grand problème qui empêche les gens, qui m'empêcherait de rentrer moi. Parce que quelque part, on ne peut pas rentrer pour commander. Parce qu'on ne peut pas commander la liberté. On ne peut pas commander la liberté. Est-ce que le pouvoir est prêt à accepter qu'on puisse faire de la politique réellement et qu'il accepte de perdre aussi les élections si c'est vrai qu'il n'a pas gagné?
Entre-temps, il y a plus d'une année, Anissé Nyonguru, président du parti CDP, avait qualifié le pouvoir du CNDD-FDD de sauvage. Il y réagissait à la saisie de biens de certains Burundais en exil. Et ces hommes forts du système CNDD-FDD qui prenaient ces décisions contre certains réfugiés sont toujours parmi les gestionnaires des pays. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Au mois de mai 2019, au moment où le pouvoir en place procédait à la saisie des biens de certains Burundais en exil, Anissé Nyonguru, président du parti CDP, a qualifié le régime du CNDD-FDD comme un enfant qui ne distingue pas le bien du mal. Il ne font que déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ils spolient les biens des opposants politiques du gouvernement, les journalistes ou encore les membres de la société civile. Qu'ils m'excusent de les appeler des ignorants qui ajoutent le drame au drame. Compte tenu de l'excès de zèle du pouvoir CNDD-FDD dans la saisie des biens de certains Burundais en exil, Anissé Nyonguru n'a pas mâché les mots pour dire que le régime CNDD-FDD se comporte comme jadis au maquis. Il s'agit d'un pouvoir sauvage où règne la loi du plus fort. Il faut que l'opinion tant nationale qu'internationale sache que nous sommes sous un régime irresponsable. Anissé Nyonguru a également mis en garde les ambitieux qui aspireront à l'achat des biens des Burundais en exil. Quiconque achètera ces immeubles spoliés aux opposants du parti au pouvoir et activistes de différentes associations de la société civile sera exposé à une expulsion notoire. C'est un gouvernement partant. Le président du parti CDP est rentré au Burundi le 11 décembre 2019. Un peu avant, il avait déclaré qu'il n'avait pas fui le pays, plutôt qu'il vivait aisément en Allemagne avec sa famille. Certains politiques qui étaient supposés être ses compagnons de lutte le qualifient plutôt d'espion. En rapport avec le rapatriement des Burundais exilés au Rwanda, une réunion technique a eu lieu ce jeudi et était conviée à la réunion des représentants du HCR Rwanda et Burundi, ainsi que des cadres des ministères des deux pays en charge des réfugiés. Ils se sont convenus que le premier convoi de Burundais qui désire entrer quitte le territoire rwandais le 27 de ce mois en cours. Ceux qui veulent rentrer ont été appelés à saisir individuellement le HCR. Les listes déjà confectionnées de Burundais du cas de Mahama qui désirent vouloir rentrer n'ont donc aucune valeur et ne seront point considérés d'après les informations qui nous ont été fournies par le bureau d'IHCR Rwanda. Une courte pause, nous poursuivons avec le chapitre Justice. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Commémoration du 16e anniversaire des massacres des Banyamulenge réfugiés au Burundi dans la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Dans une conférence de presse animée au terme des cérémonies commémoratives, Rukundwa Sebitereko Lazare, représentant la communauté Banyamulenge de Bujumbura, a demandé au gouvernement du Burundi, celui du Congo et le HCR de les aider pour que justice leur soit rendue. Rukundwa Sebitereko Lazare a été traduit en français par Eloge Diveremesh. Nous commémorons cette journée afin que les nôtres sachent qu'on ne les oubliera jamais. C'est aussi une façon de soutenir les rescapés de ces tueries. Nous nous souvenons des nôtres pour que nous tous ensemble continuons à réaliser les projets que les victimes avaient, car ils avaient des activités qui les occupaient. Nous qui avons eu la chance de rester en vie, nous avons le devoir de continuer à accomplir ces activités. Nous commémorons nos morts pour refuser un tel décès, c'est-à-dire pour combattre l'idéologie génocidaire, afin qu'aucune personne ne soit exécutée à cause de son ethnie. Être un Hutu, un Tutsi, un Munyamulenge, un Mufulero, un Bantu ou un Nilotique
Cela ne devrait pas être considéré comme un péché originel. Autre chose qui nous pousse à commémorer cette journée, c'est la recherche de la justice. En premier lieu, la justice est demandée par ces rescapés que vous voyez et on leur encourage de rester debout pour empêcher d'être tués sans aucune raison. Nous demandons également au gouvernement burundais de nous écouter et de nous dédommager. Quant au gouvernement de la République démocratique du Congo, nous lui rappelons que les personnes qui ont perdu la vie à cet endroit sont des Congolais et ont besoin de la justice. À la communauté internationale, sachez que ces victimes réclament justice. Plus de 150 Tutsis Banyamulenge, réfugiés à Gatumba, ont péri la nuit du 13 août 2004 dans une attaque contre leur camp. À cette époque, Pasteur Habimana, alors porte-parole du mouvement Paripehutu FNL, a revendiqué l'attaque. Un habitant de la colline Karagara, zone Buruhukiro de la commune et province Rumongue, a été tabassé ce mercredi par un des responsables de cette colline en complicité avec des Imbonerakure de la localité. Les habitants de cette zone demandent au gouvernement de faire cesser ces persécutions dont ils sont victimes. L'élément sonore de cette nouvelle n'est pas prête. Nous allons y revenir dès que l'élément sera prêt. Nous poursuivons avec la page Droits de l'homme. Issa Ngendakumana, militant du parti CNR, qui avait été enlevé mardi soir par des individus non identifiés qui se déplaçaient à bord d'une voiture taxi, est incarcéré au cachot de la zone Buterere. Comme révélé par les témoins oculaires de son enlèvement, ses ravisseurs l'ont attrapé alors qu'il arrivait à l'endroit communément appelé Kwisamariro. Les informations en provenance du cachot de la zone Buterere indiquent que jusqu'à l'heure actuelle, Issa Ngendakumana ne sait pas encore le mobile de son incarcération. Les habitants de la colline Kobero, commune Butihinda en province Muyinga, craignent la contamination Covid-19. La raison est qu'il n'y a pas de matériel nécessaire pour diagnostiquer les passagers qui entrent et sortent par la frontière burundo-tanzanienne. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. Les habitants des environs de la frontière burundo-tanzanienne révèlent qu'il n'y a pas assez de matériel pour diagnostiquer la pandémie de corona. Ceux qui entrent ou sortent du pays ne subissent que le contrôle de la température. Un infirmier sur place décrit leur travail quotidien. Nous recevons tous les passagers qui passent par la frontière. Nous sommes deux groupes. Le premier groupe est celui de la police de protection civile. Lorsqu'un véhicule arrive, il passe à la désinfection du véhicule qui par la suite entre sur le territoire burundais. Nous prélevons la température. Comme la température n'est pas le seul signe clinique du virus, on essaie de voir si la personne ne présente pas d'autres signes. Si la température est normale, le passager continue son chemin. Le ministre de la Santé, le docteur Tadeng Ngendakumana, a visité cette frontière ce mercredi et a promis qu'à partir de ce jeudi, ce poste de Kobero sera doté d'un appareil approprié pour le dépistage. On va amener les tests rapides ici sur place et ça demande 1 minute seulement. Tout le monde sera testé. Et comme ça pourra faciliter la tâche. Ceux qui auront des signes ou pas devront passer par ces tests. Et ceux qui seront suspects parce que le test rapide n'est pas spécifique, on va acheminer des échantillons à Muyinga. Dans une heure, on aura des résultats. Mais cette fois-ci, on sera certain qu'ils n'ont pas de Covid. Et ceux qui en auront, on va les prendre en charge. Malgré cette promesse du ministre de la Santé, jusqu'au soir de ce jeudi, cet appareil n'avait pas encore été déposé à son poste. Le ministre de la Santé de lutte contre le sida a promis également que d'ici peu de jours, un certificat de dépistage du coronavirus pourra être délivré à toute personne qui souhaiterait voyager à l'étranger, mais a signalé que le certificat sera payant. Je vous le disais, un habitant de la colline Karagara, zone Buruhukiro de la commune et province Rumongue, a été tabassé ce mercredi par un des responsables de cette colline en complicité avec des Imbonerakure de la localité. Les habitants de cette zone demandent au gouvernement de faire cesser ces persécutions dont ils sont victimes. Le point avec Hachir Kagisi.
Il s'agit de Denis Misigaro qui a été battu par Alexis Sunzu. Ce dernier est parmi les administratifs de la colline Karagara qui veut à tout prix garder son poste. Selon les informations recueillies sur cette colline, Alexis Sunzu œuvre conjointement avec des Imbonerakure dont Medon Bukuru, reconnu dans différents abus et exactions contre les citoyens de cette colline. Il était aux environs de 18 heures lorsque Denis Misigaro est tombé dans l'embuscade de cette milice Imbonerakure, précise notre source. Lorsqu'il rentrait, il a rencontré cette équipe. Alexis Sunzu était avec ses Imbonerakure. Ce dernier lui a immédiatement avancé un coup de poing. Il y avait aussi un autre Imbonerakure qui commet beaucoup de forfaits ici chez nous. Lui aussi lui a fait un coup de gourdin en pleine tête. Les habitants de la colline Karagara plaident pour l'intervention des autorités administratives afin de couper court avec cette persécution dont il faut objet. Nous demandons vraiment au gouvernement de se soucier de la vie et la sécurité des citoyens. Nous avons entendu que les Imbonerakure des autres localités du pays qui commettent des forfaits sont poursuivis. Il faut que la situation soit pareille ici chez nous. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Alexis Sunzu, le chef collinaire d'Okaragara, qui a agressé Denis Misigaro, nous a raccroché au nez. D'autres responsables collinaires confirment toutefois les faits. Nous n'avons pas pu joindre les autorités communales à Lumongue. Eh bien, merci Rachel Kagissi. La Commission électorale nationale indépendante a reçu ce mercredi un lot de matériel qui sera utilisé le jour des élections collinaires pour se protéger et éviter la propagation de la COVID-19. Ce don du ministère de la Santé et de lutte contre le sida est constitué par 75 000 masques qui seront utilisés par les membres de la CENI ainsi que 10 000 savons. Ces élections auront lieu en date du 24 de ce mois d'août. À peu près 26 000 personnes se sont fait inscrire dans la course des collinaires à travers tout le pays. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, Pierre Clavé-Kazihise, président de la CENI, a annoncé que les femmes sont représentées jusqu'à 20%. Les campagnes ont commencé il y a 2 semaines. Suivez plutôt Pierre Clavé-Kazihise, président de la CENI. Effectivement, nous sommes dans la période de campagne électorale qui précède l'élection des conseils de colline ou de quartier. Les préparatifs vont bon train. Nous avons déjà procédé, n'est-ce pas, à la formation des membres des commissions électorales provinciales indépendantes et des membres des commissions électorales communales indépendantes. Cette formation, c'était un rappel parce qu'ils avaient déjà été formés, mais il est bon qu'avant chaque élection, nous puissions faire un rappel pour qu'effectivement ils puissent faire le travail qui est le leur de façon tout à fait correcte. C'est une élection collinaire ou de quartier, mais c'est une élection comme les autres échéances électorales. Toutes les dispositions de la loi électorale sont applicables. Cela veut dire, surtout pour les candidats, qui doivent respecter ces dispositions-là, notamment au niveau de la campagne électorale, notamment au niveau du jour de vote, pour qu'effectivement, ils ne soient pas en contradiction avec la loi. Le Burundi et le Soudan du Sud risquent des sanctions de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est dont ils sont membres. La dette de ces 2 pays envers l'EAC en est la cause principale. Cette décision a été prise dans une réunion de 6 ministres qui représentent chacun des pays membres de l'EAC au début de ce mois d'août. Walter Kwizir. Les ministres de la communauté est-africaine ont demandé que les pays comme le Burundi et le Soudan du Sud soient soumis à des sanctions à cause de leurs dettes envers la communauté. C'était lors de la 41e réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue ce 4 août. Les participants ont demandé au bureau du secrétaire général de l'EAC de soumettre les propositions de sanctions aux États membres avant le 31 août prochain, comme il l'avait ordonné lors de la 37e réunion. Selon le journal de East Africa,
Les 6 ministres se seraient référés à l'article 143 du traité de la communauté est-africaine pour fixer des sanctions à l'égard du Burundi et du Sud-Soudan, même si l'article 143 n'est pas catégorique sur les sanctions spécifiques à prendre. Selon le journal de East Africa, le Burundi doit à la communauté de l'Afrique de l'Est une somme de 6,5 millions de dollars américains. Le Soudan du Sud, lui, a une dette de 24 millions de dollars américains. Eh bien, Walter Kwizera, les élèves ayant obtenu une note de 76 sur 200, c'est-à-dire 38% au concours national de certification et d'orientation édition 2020, seront admis à l'enseignement post-fondamental public et privé. Ceux qui ont obtenu dans ce concours national une note supérieure ou égale à 52% seront orientés dans les écoles publiques aux filières techniques, scientifiques et pédagogiques à système d'internat et dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura. Les élèves dont la note est inférieure à 35% seront admis dans les centres d'enseignement des métiers, conformément toujours aux critères d'orientation mentionnés dans l'ordonnance ministérielle du 12 août 2020. L'orientation dans les écoles d'excellence se fera en fonction des places disponibles dans ces écoles pour les élèves ayant obtenu au concours national une note supérieure ou égale à 70%. Le ministère burundais du Commerce annonce la levée de la mesure réduisant le nombre d'importateurs du sel alimentaire. C'est la déclaration du ministère du Commerce via son directeur général lors d'une conférence de presse animée ce jeudi. Chrysologue Moutoua fixe toutefois la condition de l'importation du sel alimentaire remplissant les normes. Je vous propose d'écouter Chrysologue Moutoua, il est directeur général au ministère du Commerce. Tous les importateurs remplissant les conditions requises pour exercer cette activité sont autorisés et encouragés à importer ce produit. Néanmoins, il importe de rappeler que la mesure qui avait été prise faisait suite à l'enquête réalisée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida qui avait révélé les dangers et les conséquences liées à la consommation du sel alimentaire vendu sur les marchés, jugé inadéquatement iodé qui pouvait nuire à la santé humaine. Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme tient à rappeler que ces sociétés importatrices du sel alimentaire doivent scrupuleusement respecter les mesures et la réglementation y relative. Le sel alimentaire autorisé à être importé doit être en produit fini, broyé, nettoyé, séché et empaqueté adéquatement iodé avec un taux d'iodation compris entre 30 et 60 ppm et muni d'un certificat de conformité du Bureau de normalisation du pays d'importation. Aussi, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme voudrait rappeler qu'aucun commerçant n'est autorisé à importer ou à commercialiser le sel alimentaire qui ne remplisse pas les conditions exigées car des sanctions sévères lui seront appliquées. Le directeur général du Commerce et le directeur du BBN sont priés, chacun en ce qui le concerne, de veiller au strict respect de la présente mesure dans le but de protéger les consommateurs et éviter les risques sanitaires liés à la consommation du sel inadéquatement iodé. Chrysologue Moutoua, directeur général au ministère du Commerce. Avant de clore ce magazine, rappelons que nos 4 confrères journalistes du groupe de presse Iwachu totalise 9 mois et 22 jours d'incarcération à la prison de Bubanza. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ce que prend fait ce magazine. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à vous, ingénieur J.D. Mouemero et MST Venyongeko pour votre bonne collaboration technique. À la présentation de ce magazine était Onedime Dushimagize. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.